Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette session de discussion consacrée à la question de la migration, de la crise migratoire, avec une question, l'urgence d'une approche disruptive, réaliste et concertée. Pour discuter autour de cette question, nous avons comme speakers Mark Ellenbogen, j'espère que je prononce bien. Il est Foreign Policy Advisor, il nous vient des États-Unis. Il est aussi diplomate de carrière. Nous avons avec nous Emmanuel Dupuy. Emmanuel Dupuy est chercheur, président de l'IPSE, Institute for Prospective and Security in Europe. Voilà, l'institut est basé en France. Laurent Palatini, il est chef de mission, à l'Organisation internationale de la migration, chef de la mission basée au Maroc. Nous avons avec nous aussi Moubarak Lo. Moubarak Lo est directeur général du bureau de la prospective au niveau du Premier ministre au Sénégal. Il est aussi économiste et par ailleurs, il est maire d'une commune au Sénégal. Nous avons aussi avec nous Karim Bencher. Karim Bencher est député des Français de l'étranger de la 9e circonscription, si je ne me trompe pas. Merci d'être avec nous. Merci à notre public. Alors, je vais commencer dans l'ordre par Mark Ellenbogen. Alors, qu'est-ce que vous entendez par approche concertée, réaliste et disruptive de la migration? It's okay. Yeah, it's okay. It's Lovely. work. Anyway, you see my phones look like this. That's why I don't know technology. Well, when I think of migration, I don't just think of migration. I think of human trafficking. I think of women that are being abused. I think of lack of water, lack of food, and it's not getting better, it's getting worse. So as the world splits into many more zones than just a few during the first part of the Cold War, you have a whole series of players who are actually involved in these businesses. Human trafficking is worth hundreds of billions of dollars a year, as is drug trafficking. At some point in your lives, probably not ours, there's going to be a lack of food, a lack of water. So migration means that people will come to the places that have food, that have water, that have health care, access, and there will be too many. The question is, how do you deal with it? And can governments actually do it, because they have to vote and get elected? One of the benefits of being a foreign policy advisor, which I was to Wes Clark and to Al Gore and to a whole series of people, including now Joe Biden, is I can advise and say what I want, but they have to take responsibility. So that's it. And governments are not really interested in taking responsibility. We saw how they dealt with COVID and so on. That's my first comments. Thank you. Emmanuel Dupuy, vous travaillez à la fois sur les questions européennes et africaines. Et qu'entendez-vous par l'intitulé de cette table ronde qui nous suggère une approche réaliste, concertée et disruptive? Alors, cette question, évidemment, doit structurer notre réflexion et nous rappeler que, bien que je sois d'accord avec ce que vient de dire mon collègue, toute la dimension de la caractère criminel et toute la dimension de la nécessité de œuvrer de concert, que c'est une réalité qui est mouvante. Si on prend 2018 avec la déclaration et le pacte de Marrakech pour, je rappelle, un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, force est de constater que le monde prend en considération la nécessité d'œuvrer collectivement à cette réflexion. De la même manière, si l'on prend en compte le caractère sécuritaire, force est de constater que c'est moins évident. L'agence Frontex, l'agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, a un budget ridicule au regard de ce que génèrent les trafics. 300 millions d'euros pour l'agence européenne contre 4,5 milliards d'euros. C'est pas moi qui le dis, c'est Interpol qui précise que le trafic des
de la désespérance humaine est un facteur, évidemment, qui doit impliquer davantage la communauté internationale. Dernier élément de réflexion, la nécessité de relativiser un peu la question migratoire. Finalement, dans le monde, on migre peu, 258 millions de personnes, c'est le chiffre qui a été donné, je crois, par l'Organisation internationale de migration, c'est-à-dire 3,4% de la population mondiale. Relativisons aussi l'idée selon laquelle on migre loin. 75% des migrations sur le continent africain sont intra-africaines. Relativisons aussi l'idée selon laquelle on migre parce qu'il y a des conflits. C'est vrai, mais l'on migre pour d'autres raisons. L'insécurité, en général, la sécurité politique, en particulier, et évidemment le caractère très conflictuel qui force des populations à quitter son territoire pour aller vers un territoire voisin. Les 30 millions de Sahéliens qui migrent pas forcément tous vers le nord, mais qui migrent d'un endroit à l'autre. 2 millions actuellement de Burkinabés ont quitté leur foyer pour se rendre dans les pays limitrophes. Donc, pour résumer mon propos, qui est peut-être un peu long, de dire que la communauté internationale doit se mobiliser comme elle l'a fait en 2018 à Marrakech, corrélé par le vote le 19 décembre 2018 de ce pacte mondial pour des migrations sûres, régulières, et en même temps mettre les moyens pour faire face à ce qui semble être une résurgence, une arsénisation de la question migratoire. Je prends que quelques exemples pour lancer le débat. Biélorussie en juin dernier, et actuellement ce qui se prépare en Ukraine. Laura Palatini de l'Organisation internationale des migrations. Quelle est votre approche de la question? Merci beaucoup. Bon, tout d'abord, moi, je voudrais clarifier une chose. Le titre de cette session parle des crises migratoires en crise migratoire. Pour nous, à l'OIM, on ne peut pas définir la migration comme une crise. C'est un phénomène naturel qui a toujours été toujours existant et ça va continuer. Donc c'est un phénomène complexe, oui, bien sûr, c'est très complexe, qui ne peut pas être géré seulement par un pays seul, a besoin de la coordination et vraiment d'une vision qui soit au-delà des frontières, parce que les phénomènes migratoires et toutes les routes qu'on connaît très très bien sont des routes surtout transnationales, donc c'est très important d'avoir cette approche régionale. En même temps, c'est très important de ne pas avoir des solutions qui sont les mêmes dans tous les pays. Donc, une solution que peut marcher dans un pays, pas nécessairement fonctionne dans un autre pays. Donc, c'est très important l'approche locale. Et je suis sûre que mon collègue, qui est aussi maire, va parler de ça. C'est la première ligne de contact avec les migrants, c'est au niveau des villes, des municipalités. Et c'est là que, je crois, au niveau des gouvernements nationaux, doivent vraiment assurer le dialogue et l'échange avec les autorités locales. C'est très important. L'autre chose que je voudrais ajouter, que comme souvent, la migration est traitée comme un phénomène de crise, c'est géré avec une stratégie, une vision de très court terme, vraiment comme une réaction à une crise, comme une réaction à un désastre naturel, comme un phénomène de vraie crise. Et là, on ne va pas trouver des solutions, de stratégies qui vont vraiment aider un phénomène qui c'est pas, je vais le répéter encore une fois, c'est pas une crise. Donc, on a besoin vraiment de mettre en place des stratégies de longue durée avec une vision plus holistique du phénomène pour arriver à le gérer bien, selon les principaux qui ont été décidés. La chose importante de Global Compact, de pacte mondial qui a été cité avant, c'est que c'est une initiative des États. C'est pas
une agence des Nations Unies comme l'OIM ou une autre agence qui a imposé des choses aux États. Non, c'est state-driven. C'est vraiment une initiative des gouvernements et pour la première fois, ils se sont mis d'accord pour voir les priorités dans la gestion de ces phénomènes. Merci. Moubarak Lo. Moubarak Lo est économiste et maire d'une ville, Niomré, qui est un grand pourvoyeur de migration. Ça marche déjà, je crois. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas facile d'être un économiste stratège qui réfléchit sur à la fois les questions globales et la stratégie de développement du pays, mais en même temps, 3 jours par semaine, d'être sur le terrain et de gérer concrètement les choses avec les villageois. Moi, je gère plus de 50 villages, une population de près de 40 000 habitants, mais j'essaie de créer l'équilibre. La migration, c'est un phénomène ancien qui a toujours existé, comme l'a dit Laura tout à l'heure. Si je parle un peu arabe, dans le Coran, on dit Nardi wasi'an fatuhajiru fiha. Donc, ma terre est vaste, c'est Dieu qui parle. Allez sur la terre et donc installez-vous où vous voulez. Et d'ailleurs, historiquement, il ne faut pas l'oublier aujourd'hui, les États-Unis, c'est la migration qui a fait les États-Unis. Des gens venus d'Europe essentiellement. L'Italie a beaucoup migré. Il faut toujours le rappeler pour que les gens gardent un peu du sens. Parce qu'on ne peut pas ouvrir hier et aujourd'hui on ferme. En même temps, dans la dynamique aussi, aujourd'hui un Français veut s'installer au Sénégal, il vient et s'installe. Un Sénégalais veut s'installer, c'est la croix et la bannière. Donc je pense qu'il faut mettre la balle à terre et c'est important d'organiser, mais c'est important d'être juste, d'être équilibré également. Je dois préciser aussi, moi je suis un maire, donc je travaille avec ma population. Ce qui motive l'immigration, ce n'est pas la qualité de vie. Les migrants sont mieux dans ma commune qu'en Italie ou en Espagne. Ils vont là-bas pour avoir des revenus. Ensuite, ils viennent investir chez moi. Ils font des maisons, ils nourrissent leur famille. C'est important parce que si on garde l'esprit que les gens émigrent pour avoir une qualité de vie, on rate la coche. Ils sont mieux chez eux qu'en Italie. En Italie, ils vont vivre dans des chambres avec 10 personnes. Chez eux, ils ont, je ne dirais pas des palaces, mais ils ont des villas avec tout ce qu'ils veulent, ils mangent bien, etc. Donc la qualité de vie, c'est chez eux, mais les revenus, ils les cherchent là-bas. Parce qu'effectivement, les salaires sont plus élevés, les opportunités d'emploi. Il est important de mieux organiser les choses. C'est le message clé. C'est ça la disruption dont vous parlez tout à l'heure. Le fait d'innover et d'avoir une nouvelle approche. Aujourd'hui, je parle sous le contrôle de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Il y a un déficit en Europe. En Europe, d'ici 2050, d'après les calculs, il y aura 95 millions d'emplois en moins d'ici 2050. Est-ce qu'on va laisser l'industrie disparaître d'Europe, la baisse de la productivité, la baisse des exportations? Il faut regarder la réalité en face. L'Europe a besoin d'emplois. Certains pays l'ont bien compris, que ce soit l'Allemagne. Vous avez vu comment l'Allemagne a géré la crise syrienne. Ils ont laissé les gens venir. L'Europe a besoin de migrants. En même temps aussi, l'Afrique, je dirais de manière transitoire, parce que au fur et à mesure que la manufacture se développe en Afrique, que l'agriculture soit beaucoup productive, l'Afrique aura besoin de ces jeunes. Mais dans cette phase transitoire, il y a un excès, disons, de main-d'œuvre qui cherche à aller travailler en Europe. Donc, il faut l'organiser, faire les formations en amont. Moi-même, dans le cadre de ma commune, je suis en train, après avoir discuté avec des Italiens, de réfléchir sur une approche où j'apprends aux gens pendant 6 mois l'italien. Je les renforce en capacité. Ensuite, ils peuvent de manière régulière aller migrer en Europe. Donc voilà un peu l'approche que je suggère pour le futur. Alors nous avons avec nous Karim Bencher, ancien diplomate et aujourd'hui député des Français de l'étranger dans la 9e
circonscription. Quand j'entends Madame Palatini, je pense aux politiques parce que dans le langage des politiques, notamment des politiques du Nord et de l'Occident, forcément la migration est une crise, donc charrie peur, et est devenu même un argument. Le rejet de la migration est devenu un argument politique majeur dans l'espace politique occidental. Oui, c'est un argument, donc effectivement, mais ce qui amène quand même la question des mythes qui sont autour de la migration. Moi, je crois que si on veut avoir une approche disruptive, effectivement, il faut déjà commencer par déconstruire un certain nombre de mythes autour de la question migratoire. Au niveau des politiques ou des populations? Oui, non, mais au niveau des politiques et donc, par conséquence, des populations. C'est quand même le rôle du politique que d'aller essayer de porter un projet et d'essayer de porter une explication auprès des populations et non pas surfer, par exemple, sur les sondages ou sur les a priori ou un imaginaire collectif. Notamment, par exemple, moi j'entends ici un certain nombre de constats qui sont justes, qu'effectivement les migrations sont d'abord intra-africaines, notamment, mais du coup, quelle politique on en tire, qu'est-ce qu'on fait du coup avec cette donnée-là? De même que je vais reprendre la petite histoire des visas. Par exemple, la politique s'incarne principalement dans une politique des visas, on va dire, notamment côté français. C'est là un domaine que j'ai pu avoir à connaître. Quand on regarde historiquement les visas sur la France, grosso modo, on le sait, par rapport à cette région du monde, avant 86, il n'y en avait pas. En tout cas, pas sur du court séjour. Donc on introduit les visas comment? On introduit les visas, c'est Pasqua à l'époque. Quand on fait le constat, après les attentats rue de Rennes, etc., on fait le constat qu'on ne sait pas qui rentre en France, qui rentre et qui sort de France, parce qu'il y a une liberté d'entrée et de sortie. Et donc, quelque part, le visa permet d'identifier les entrants et les sortants. Donc c'est pour ça qu'on met quand même le visa au départ. C'est pour mieux connaître, c'est pour une question de sécurité, pour mieux connaître qui rentre, qui sort sur le territoire, qui était quelque chose d'à peu près naturel. C'est l'équivalent un petit peu de l'ESTA américain aujourd'hui. Après, à partir des années 90, on se met à utiliser aussi le visa comme outil de gestion des flux migratoires. Et c'est là qu'on voit qu'à partir du moment, de toute façon, on a cette idée qui s'impose qu'on est en capacité de gérer les flux migratoires, quelque part, on fait fausse route. Ce qu'on a vu apparaître depuis les années 90, c'est l'apparition justement de ces flux clandestins. C'est-à-dire que les flux sont restés grosso modo les mêmes, sauf qu'ils se sont partagés entre flux légaux qui accédaient au visa et flux clandestins qui, eux, se mettaient à passer du coup par des passeurs, etc. Donc tout ce que ça a fait, c'est que c'est venu renforcer la clandestinité des flux. Et résultat, 30 ans plus tard, on se retrouve avec le problème qu'on avait au départ, ça veut dire qu'on a des populations qui rentrent sur le territoire européen qu'on n'a pas identifiées, qu'on ne sait pas identifier. Donc on se retrouve avec la question de sécurité qu'on avait au départ en ayant détourné le visa de ce pourquoi il avait été mis en place au départ. Il avait été mis en place pour pouvoir identifier les personnes qui rentrent sur le territoire, et à force de l'utiliser pour d'autres raisons, on finit par créer des flux qu'on ne connaît pas. Donc voilà, est-ce qu'il faut continuer sur ce genre de politique ou pas? Moi, j'en suis pas convaincu. Parce que se repose aujourd'hui la question sécuritaire de, oui, on ne sait plus qui rentre en Europe et qui en sort, justement par ces réseaux clandestins. On n'a plus cette capacité à identifier les entrants. Donc voilà, moi c'est juste, à un moment, il faut remettre en perspective les politiques qu'on a mis en place et comment est-ce qu'elles ont dérivé et peut-être vers le mauvais objet ou les mauvais outils. Donc il y a ce constat aussi qu'il faut faire à un moment. Merci. Je vais revenir sur les outils dans le deuxième tour de table. Je voudrais préciser qu'on va essayer de prendre quelques questions de la salle plus tard. Donc si vous avez des questions ou des contributions. Je vais revenir à Marc Ellenbogen. Vous êtes diplomate, analyste. Comment on concilie, parce que, on est dans un pays du Sud, Moubarak Lo vient d'une ville où il explique que le désir de migration n'est pas seulement un désir matériel. Comment on concilie le désir de migration, si je puis dire, dans les pays du Sud, et quand même le rejet en Occident, parce que considéré comme négatif, considéré comme une peur de la migration. Comment on trouve un équilibre entre ces deux dynamiques totalement opposées?
Well, I don't know that I can answer that because, of course, I understand that Laura and the prof are people who work in institutes where they are focused on trying to help people get in. Look, ich bin eigentlich in Deutschland geboren. Mein Vater war Deutscher, meine Mutter Deutsche, and I left Germany at 4. Her family were Czechoslovaks. My no longer living wife, she died, was Moroccan. So I speak as somebody who unfortunately had to serve in the military and made a career of it, and then became a diplomat. So with all due respect to the points you make, you know, we have to be realistic about this too. Of course we need immigrants. I'm an immigrant, even if I'm a white guy who speaks American English. And I'm the first person in our family to have been born a US citizen. But I was also born a German citizen, and a Czechoslovak citizen, and a German citizen, and a Canadian citizen. But in 1978, I had to decide, I'm 62, what country do I work for? It happens to be the US. Look, it's an impossible imbalance between both looking out for people, bringing them over, providing them with food, with necessity, helping them find jobs. Often they take lower paying jobs or brain drain. Romania is a good point. You made it, Paula. 2, 3, 4% of their economy comes from outside. So what do I think the challenge is? What do I think the risks are? I think that you can have both at the same time, but that governments are not prepared to make the difficult decisions that both allow us to be security-oriented, which is what I do, and also be human-oriented at the same time. Or, my opinion is that it's very hard to do both at the same time. That's it. Thank you. Emmanuel Dupuis, dans votre première intervention, vous le disiez, hein, les traitements ne sont pas les mêmes, les politiques ne sont pas les mêmes selon d'où viennent les migrants. Est-ce qu'il y a une approche possible, Emmanuel Dupuis? Est-ce qu'il y a entre par exemple, vous en parlez parce que je sais que vous suivez l'Ukraine, vous suivez l'Afrique, on a vu des traitements différents des migrants ukrainiens et des migrants africains. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une question de priorité politique et géopolitique en fonction d'où viennent les migrants? Est-ce que tous les migrants se valent? Vous posez la bonne question, Ousmane. On peut dire qu'effectivement, il y a un traitement plus zélé qui s'est accéléré depuis le 24 février dernier avec l'invasion de la Russie, l'invasion par la Russie de l'Ukraine. Je le dis très clairement, hein, j'espère que ce sera l'objet d'un débat. Le 16 août 2021, quand Kaboul est tombé, le plan d'accueil de l'Union européenne pour les migrants n'a pas été activé. Au Kosovo, en 2011, pas plus. Par contre, il a bien été activé au moment de l'Ukraine, avec la mise en place, qui avait déjà été anticipée, de l'Agence européenne de l'asile, qui avait été créée un mois avant. Donc, effectivement, on peut donner l'impression, nous, pays européens, que nous avons une réponse institutionnelle plus forte, plus massive, 17 milliards d'euros que l'Union européenne va consacrer à l'accueil des réfugiés, 6,5 millions d'Ukrainiens sur le territoire européen. Je ne dis pas que c'est une réalité, en tout cas c'est une perception qui peut donner l'impression que quand il s'agit de migrants issus du conflit en Syrie, alors là aussi c'est une question un petit peu piège, parce que nous avons, nous, l'Union européenne, donné 6 milliards d'euros à Recep Tayyip Erdogan sur la période 2016-2026 pour tenir compte de ce flux migratoire. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi de la part de certains la volonté d'arsenaliser, de militariser, d'utiliser la migration comme une arme. On pourrait appeler ça un terrorisme migratoire. Le président Alexander Lukashenko l'a fait vis-à-vis de la Pologne ou la Lituanie. Il se peut d'ailleurs que ce qui se passe actuellement en Ukraine depuis la résurgence des frappes sur le pays s'apparente aussi à cette volonté de faire migrer un certain nombre de populations ukrainiennes. Donc pour répondre plus directement à votre question, oui, je pense que du côté sud de la Méditerranée, sur la rive donc septentrionale du continent africain, il peut y avoir une perception qu'il y a le 2 poids 2 mesures et que l'Union européenne parfois est plus prompte à tenir compte d'une migration temporaire, car c'est ça dont il s'agit par rapport à la crise ukrainienne,
avec un certain nombre d'Ukrainiens qui auront vocation à revenir. Maintenant, allons un petit peu plus en profondeur et de voir si cette nécessité d'avoir une approche européenne à la migration est suffisante. Je relisais, en préparant cette intervention, le discours de Moulay Rachid, le frère du roi, en juillet 2017, à l'occasion du sommet de l'Union africaine, où il disait que l'Union africaine a besoin de se doter de sa propre vision de la question migratoire, qui peut se résumer en 4 points. L'harmonisation des politiques nationales d'accueil. Le Maroc a régularisé massivement, à travers sa stratégie nationale en 2018, près de 25 000 réfugiés. La mise en place d'une coordination sous-régionale au niveau de la CEDEAO, qui a donné lieu à l'existence de ce qui n'existe pas au niveau de l'européen, c'est-à-dire un observatoire africain des migrations, pour essayer d'analyser sociologiquement, anthropologiquement le phénomène, une mise en place d'une stratégie commune au niveau continental, une sorte de Schengen africain, et bien évidemment une coopération internationale, ce qui ensuite a donné lieu au pacte de Marrakech. Donc, pour résumer mon propos, ne pas penser que l'Europe doit se fermer au monde, mais que d'autres continents doivent réfléchir à la manière de gérer la question avant qu'il y ait cet afflux, avec, faut-il le rappeler toujours, et c'est un élément constant, qu'il y a beaucoup de migrants qui n'arrivent pas à destination. L'année dernière, près de 4000 personnes ont encore trouvé la mort en traversant la Méditerranée. Laura Palatini, l'OIM, excuse me? The mic, please. Excusez-moi, c'était juste les chiffres. C'était juste les chiffres de l'Organisation internationale des migrations. Hein. C'est sans doute élevé, mais je m'appuie sur les derniers chiffres. Laura Palatini, vous confirmez les chiffres? Alors, les chiffres sont basés sur les données que nous on reçoit. Donc oui, sont des estimations et oui, on peut dire que probablement sont des sous-estimations, mais c'est sous-estimé. Mais nous on peut reporter sur les données que nous on est capable de recueillir. Hein. On ne peut pas dire que on a tous. Donc, sont, oui, des estimations le plus proche possible à la réalité. C'est ça que nous, comme OIM, on essaye de faire. Mais le phénomène de la migration, comme je vais le répéter, c'est très complexe et c'est pas possible. C'est pas comme je pars par exemple avec les réfugiés. Les réfugiés, on sait exactement combien de personnes ont le statut de réfugiés. Pour les migrants, on n'a pas même une définition des migrants qui est universellement reconnue. Et c'est quoi la définition de l'OIM, par exemple? C'est vraiment large. C'est vraiment large, c'est vraiment toute personne qui abandonne leurs frontières. Et oui, donc nous sommes des migrants à Tanger aujourd'hui. Donc, on est tous, d'une manière ou l'autre, des migrants, oui. Après, il y a toutes les définitions plus précises que vont préciser le statut des migrants. Et alors, pour revenir à la discussion, la discussion, encore qu'on est dans la discussion, ça dure une organisation comme l'OIM. Emmanuel parlait de politique européenne, de politique de l'Union africaine, de politique des États. Une organisation comme l'OIM, qui est quand même une organisation qui concerne tous ces États, comment se positionne-t-elle par rapport à cette difficulté à avoir des politiques qui vont dans le même sens? D'un côté au nord, des politiques de répression, de l'autre côté au sud, des politiques qui soit n'existent pas du tout d'approche. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais nous, comme on est partie de la grande famille des Nations Unies, comme organisation intergouvernementale, donc nous, on est présent dans un pays X pour soutenir les gouvernements dans leurs efforts dans la gestion des migrations dans le cas de l'OIM. Et toujours avec l'intérêt à protéger les migrants. Donc moi, je comprends bien qu'il y a des approches très sécuritaires d'un côté, et de l'autre,
mais de l'autre, je crois qu'il faut être réaliste. Donc, je me rappelle plus qui, entre les collègues, avait mentionné que la réalité économique de l'Europe. Donc là, je crois qu'on a déjà des possibilités on les appelle de regular pathways. Il y a des canaux de migration régulière bien établis. Donc, ce n'est pas vraiment l'OIM comme Organisation internationale pour l'immigration. On ne va pas dans les mots à dire on ne devrait pas avoir des frontières, tous les ports sont ouverts. Non, on parle de migration ordonnée, sûre et régulière. Donc, moi, je voudrais revenir au mot régulière. Il y a des possibilités de bien assurer la protection des migrants dans les chemins de migration. Et je crois que la régularisation, c'est aussi chaque pays a le droit de dire on a besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, mais a aussi le devoir de répondre à des situations de crise. Donc, il y a les visas humanitaires pour répondre à ces besoins-là. Il y a les canaux de mobilité régulière. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour gérer les migrations de manière de baser l'espace de la migration, de mouvement, de la mobilité régulière en faveur de migration régulière. Alors, je vais donner la parole rapidement à Marc et Alain Borgan qui veut juste une petite réaction avant de passer à Moubarak Lo et Karim Benchek. Because I think also one of the problems is that migrant is such a politically loaded term. I prefer the term immigration. Today, most people, in my opinion, think of migrants and refugees almost as the same thing. Whereas immigration, people look at it in a different way because you have, flight of educated young people from different countries, from Morocco to France, from Morocco to Germany, from Morocco to Canada. So I think the use of the term migrant is already a bad thing, and I think that groups like yours and others have to try to find a different word that doesn't already put a negative thought in people's heads. And maybe people like me also need to find ways when we're talking about security, because then people say, aha, migrants bring this, and it's all negatively loaded, unfortunately. Sorry, I was just thinking of that as you were saying. Thank you, Marc. Moubarak Lo, vous le disiez tout à l'heure, je crois qu'il y a débat sur les approches, mais juste pour avancer, vous le disiez tout à l'heure, la migration, vous le constatez en tant que stratège et maire qui est en prise au quotidien avec la migration, c'est pas seulement une question de qualité de vie, il y a d'autres implications. Or, les politiques de migration, enfin, notamment de l'Union européenne, tendent à essayer de délocaliser le problème, à créer des frontières comme Frontex, etc. Est-ce qu'il y a une possibilité de solution, mais qui viennent du sud, qui ne viennent pas du nord? Oui, je pense qu'il faut une approche multidimensionnelle, à la fois dans les pays de départ, en Europe, et également dans les pays de transit, comme le Maroc, pour le Sud et pour l'Afrique, et la Turquie pour les Balkans. Je pense que s'il y a une bonne coopération entre les trois parties, on peut avoir des migrations plus sûres et plus organisées. Parce qu'effectivement, les flux dont vous parliez tout à l'heure, honorable député Bencher, ne sont pas plus nombreux qu'avant. Sauf que maintenant, il y a plus d'émigrés irréguliers que peut-être d'immigrés réguliers. Je fais une parenthèse là-dessus. Je ne comprends pas un pays comme la France qui décide de réduire les visas pour le Maroc, pour la Tunisie, pour l'Algérie. C'est une très bonne question. C'est inacceptable. Pour Karim Bencher. Parce que d'ailleurs, ce qu'on comprend en diplomatie, c'est la réciprocité. Moi, j'aurais été Premier ministre du Sénégal ou président. Vous me réduisez, je vous instaure tout de suite le visa. Je ne demande pas d'autorisation. La diplomatie, c'est la réciprocité.
Si vous appliquez le visa, je vous applique le visa. Le jour où je serai président du Sénégal, tous les pays qui me demandent le visa, ils auront un visa pour entrer au Sénégal. Ça, que ce soit clair. Effectivement... C'est très clair. Oui, c'est possible. Pour le coup. C'est très clair pour le coup. Donc, effectivement, je vous assure qu'un travail à la base permet de mieux organiser les flux migratoires. Moi, je connais tous les jeunes potentiellement qui peuvent migrer de ma commune. On peut les préparer au départ. Il y a un déficit en Italie, dans les fermes agricoles, dans les BTP, dans les boulangeries. Mais on prépare ces jeunes pendant 6 mois, ensuite on leur permet de partir de manière digne. On ne le fait pas, on attend le dernier moment, ils sont dans les bateaux, il faut les sauver, etc. On en récupère ce qu'on peut, les autres, il faut les renvoyer. Donc je pense que ce dialogue multiparti qui se tient en amont, suffisamment à l'avance, avec des investissements de très long terme, permet d'avoir des résultats. J'en profite aussi pour parler de la classe politique en Europe. Moi-même, j'ai été formé en France. Je vous avoue que la classe politique que j'ai connue quand j'étais étudiant à Paris n'est plus la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire la qualité a beaucoup baissé. La qualité a beaucoup baissé. Bencher. Aujourd'hui, non, non, la qualité a baissé parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite arrive à tirer le débat vers lui, alors que, oui, il faut communiquer, il faut défendre des principes. Prenez l'Allemagne. Angela Merkel, contre vent et marée, a imposé l'accueil des migrants syriens. Est-ce que vous verrez un autre président le faire dans un autre pays? Donc, il y a aussi d'avoir une classe politique courageuse qui défend des principes et qui essaie de tirer la société vers le haut. Mais s'il faut suivre, disons, les personnes qui ont les idées les plus basiques, je pense que ça ne permet pas d'avancer sur ce dossier. Merci. Merci, Karim Bencher. Je pense que vous êtes au moins triplement interpellé. Pourquoi moins de visas pour les pays africains, notamment le Maroc? Pourquoi les politiques français ne sont plus courageux comme les Allemands pour Merkel? Bon, la troisième, c'était un peu une boutade, la qualité du personnel politique. Bon, je rigole. J'avoue que moi, je me sens pas tellement interpellé. Je suis d'abord un député de l'opposition. Donc là, bon, après, ça pourra rendre ma réponse d'autant plus facile. Moi, je retiens surtout de l'intervention qu'on a un futur candidat à la présidentielle et j'en suis content, d'autant plus que là, il a été élu avec une étiquette écologiste, donc qui est aussi mon étiquette en France. Donc je ne peux que alliance. Voilà. Non, soyons juste un peu plus sérieux une minute. Moi, je veux revenir d'abord sur un certain nombre de choses qui ont été dites. Et je reviens aussi sur mon intervention de départ. C'est-à-dire comment penser nos politiques. Déjà, moi, ce qui me frappe dans ce qui est dit là, c'est effectivement, et monsieur a bien fait de faire la distinction, on en arrive finalement dans nos discours respectifs à confondre deux choses. Donc, ce qui est lié à la crise, donc c'est la question des réfugiés, c'est la question de comment gérer la solidarité, l'accueil, etc. Donc qui est une question spécifique, et la question normalement migratoire habituelle, qui est la question du besoin de circulation. Quel est le besoin de circulation qui existe par exemple dans cet espace et auquel on doit répondre, et est-ce qu'on a les bons outils pour répondre à ce besoin de circulation? Donc voilà, et il y a un moment, on confond les deux, et d'ailleurs, y compris en France, on a fini par confondre les deux à dessein. Je veux dire, on a pondu une loi qui s'appelle Asile et Immigration, où allègrement on confond les deux problématiques, et ça, c'est un vrai problème. Ça ne nous amène pas à réfléchir, à mon sens, les bons outils pour faire face, en fait, à la question de la mobilité des personnes sous ces différents aspects. Et je dis ça pourquoi? Parce que, pareil, quand on pense, j'entends aussi les politiques européennes, vous avez parlé de Frontex, vous avez parlé... comment prendre en compte aussi, et on a parlé de mobilité intra-africaine, par exemple, elles sont assez fortes dans cette partie du monde historiquement, notamment entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Historiquement, ce sont des grandes mobilités. Comment est-ce que les politiques européennes
en voulant gérer les flux migratoires vers l'Europe, sont venus impacter les mobilités intra-africaines elles-mêmes et sont venus casser des mouvements migratoires qui étaient essentiels pour la connexion, par exemple, entre les pays sahéliens et l'Afrique du Nord. Comment est-ce que ces politiques européennes qui ont essayé de faire, par exemple, de l'Afrique du Nord des États tampons par rapport à l'Europe, et donc avec une politique qui est pensée uniquement en prenant l'Afrique du Nord comme des pays de transit, sauf que historiquement, l'Afrique du Nord, ce sont aussi des pays de destination finale de migration sahélienne. Et comment on est venu casser ces mobilités sahéliennes avec l'impact que ça a eu. C'est-à-dire ça a eu un impact sur la marginalisation du Sahel. On oublie toujours que le Sahel, il fut un temps, ça s'appelait le bassin sahélo-saharien, donc c'était vraiment ce qui faisait la connexion entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, on appelle ça la bande sahélo-saharienne. C'est devenu une zone qui se retrouve aux marges de l'Afrique du Nord et aux marges, finalement, du reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quel a été le rôle des politiques européennes dans cette marginalisation? Il y a ça aussi qu'il faut réfléchir à un moment. C'est comment nos politiques européennes viennent impacter directement, et ça c'est un impensé des politiques européennes, viennent impacter des mouvements et des mobilités qui étaient essentielles dans la zone. Donc il y a ça aussi à avoir en tête. S'agissant encore après, pour répondre à la question des visas, je pense que j'ai répondu aussi au départ. Ça veut dire que le visa, à mon sens, il faut revenir à ce qu'il a été. C'est-à-dire c'est d'abord un outil de sécurité quelque part, donc de contrôle de l'identité des personnes, et pas un outil pour arrêter ou essayer de gérer un flux. Les flux, à mon sens, sont une donnée avec laquelle il faut travailler et comment essayer, au contraire, d'accompagner ces flux plutôt que d'essayer de les gérer. Voilà, ça c'est une autre approche complètement. Parce que vous utilisez depuis tout à l'heure gérer les flux, gestion des flux. Est-ce que finalement, enfin, les chiffres ne sont pas que notamment en France, que des objectifs politiques de répression? Parce que moi, à chaque fois que j'entends des chiffres, c'est il faut atteindre tant de refoulement. Il faut atteindre tant, c'est des objectifs qui ont été rarement inclusifs. J'ai jamais, moi que je me trompe, j'ai jamais entendu la France dire cette année sur le Maroc, on a un objectif de 15 000 visas légaux étudiants. Par contre, j'ai entendu, il faut tant d'expulsions sur les pays d'Afrique. C'est pas de la gestion finalement, c'est de la répression. Vous savez, moi je pense que la gestion des flux est une illusion en fait. Mais que dans un sens ou dans l'autre, que ça soit positif ou négatif, c'est-à-dire c'est une illusion. Les déterminants des flux sont rarement la réglementation visa ou autre, ou rarement les objectifs qui sont donnés par un pays. Ça n'existe pas en fait. Les déterminants des flux sont le marché de l'emploi, par exemple, ça c'est un déterminant des flux, sont la situation localement, ça c'est un déterminant de flux, mais c'est pas les réglementations. Et j'en veux pour preuve, d'ailleurs, quand vous parliez tout à l'heure de l'accueil qui a été fait par les Allemands, finalement, des réfugiés syriens, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où la France envoie des bus à Berlin. À un moment, ils disent, bon, on va prendre notre part, envoie des bus à Berlin pour pouvoir les remplir et dire, nous, on va prendre notre part de réfugiés syriens. Les bus reviennent vides. Ça veut dire que là, oui, parce que le déterminant n'est pas d'être autorisé ou pas à aller en France. Il y a plein d'autres déterminants à la mobilité et qui n'ont rien à voir avec la règle, est-ce qu'on est autorisé ou pas à rentrer en France. Il y a Emmanuel Dupuis qui veut réagir. Allez-y. Après, je donne la parole à Marc. Alors, je suis parfaitement d'accord avec ce que vient de dire Karim. Je crois qu'effectivement, la pensée de Karim peut être réduite à la manière dont la réduction des visas est justifiée. La non-exécution pleine et entière de l'obligation de quitter le territoire français. Et donc, d'une certaine manière, on a là une sorte de prise en otage du phénomène migratoire ou de la question migratoire par des questions sécuritaires. On pourrait prendre un autre exemple avec le fait que dès qu'il s'agit de penser les relations avec l'autre, avec en tout cas le pays voisin du côté de la Méditerranée, en Italie, c'est bien le ministère de l'Intérieur qui gère ces questions et pas le ministère des Affaires étrangères, Matteo Salvini, quand il était au pouvoir. Et je crois que c'est là un élément essentiel où finalement nous sommes en réaction, et donc la réaction accompagne des politiques discriminantes au sens propre du terme,
restrictive, d'accueil millimétré, alors que nous devrions être sur les questions migratoires dans une logique prospective qui fait que, à l'avenir, les 650 millions d'habitants que comptera l'espace européen seront évidemment un phénomène d'appauvrissement et d'appauvrissement, je vais y arriver, au niveau géopolitique, quand les grands ensembles planétaires sont en train de se mettre en place. Par exemple, entre l'Amérique du Nord, entre les 3 pays d'Amérique du Nord, où la liberté de circulation des biens accompagne la liberté de circulation des personnes. Ou au niveau de la ZLECAf, puisque nous sommes sur le continent africain, la liberté de circulation des biens doit aussi s'accompagner de sa liberté des personnes. Où je pourrais prendre l'exemple asiatique, avec le Regional Comprehensive Economic Partnership, qui fait que nous pensons de manière trop séquencée, un hiatus entre la volonté économiquement justifiée d'une liberté de circulation économique, mais d'une restriction au niveau des personnes. Juste pour comprendre, donc la politique de migration, ou comme dirait Madame Palatini, le phénomène migratoire, est pensé, conçu avec la politique sécuritaire. C'est une question de sécurité plus que de coopération. C'est le cas d'Italie en tout cas. C'est perçu comme ça en Italie. Ouais, d'accord. Enfin, alors, je suis moi aussi dans l'opposition, donc je m'en désole, mais je crois que il y a beaucoup trop d'opposants là. Mais quand le ministre de l'Intérieur justifie le fait de ne pas augmenter le nombre de visas parce qu'un certain nombre de pays n'exécutent pas comme ils devraient ou comme la France le souhaiterait les obligations de quitter le territoire, je pense que c'est une question qui est handicapée, obérée par la question sécuritaire. D'accord. Karim Bencher, Moubarak Lo et Madame Palatini. Et après on passe à la salle, peut-être à Marc. Moi, c'est effectivement pour aller dans le même sens. Effectivement, il ne faut pas oublier que généralement sur le territoire Schengen, la question des visas est désormais dévolue aux différents ministres de l'Intérieur. Et ça, c'est une dérive qu'on a vue aussi en Europe. Et on a vu effectivement, et y compris pour le Maghreb, quelque part, moi ce que je disais à un moment, c'était on a quasiment délégué notre politique étrangère vis-à-vis du Maghreb au ministre de l'Intérieur, tant la question des visas est quand même centrale. Et là, il y a véritablement une anomalie forte, c'est-à-dire quelle politique étrangère on souhaite avoir avec ces pays à partir du moment où on la délègue quelque part au ministre de l'Intérieur. Mais ça, c'est une dérive qu'on a vue à peu près dans toute l'Europe. Aujourd'hui, quand il y a les réunions sur les visas Schengen, ce sont les représentants des ministères de l'Intérieur qui y sont. Moubarak Lo. Il y a même une dérive culturelle, si je peux dire, parce que aujourd'hui, il y a des thèses de grand emplacement, etc. Alors que les nations, on ne peut jamais parler de fin de l'histoire. Regardez le fond de l'histoire. On ne peut pas dire que la culture française, la culture européenne, c'est terminé. Voilà la culture européenne ou la culture française. Les civilisations universelles se sont toujours enrichies des apports. Donc, ce que sera demain la culture en Europe ou en France, c'est ce que décideront ceux qui vont habiter demain en France ou en Europe. Moi, je regarde cette perspective historique. N'oubliez pas que le monde s'est fait comme ça. Les gens ont bougé, ont habité, ensuite ils ont trouvé des populations, ils se sont intégrés, ils ont enrichi. On ne peut pas fermer les choses, dire que basta, c'est fini. Voilà la culture européenne, voilà ceux qui doivent habiter en Europe. Voilà ce qui doivent... Moi, je pose des questions très claires, parce que c'est exactement ça qui va se poser dans le futur. Regardez l'Angleterre, qui a quand même choisi un Premier ministre d'origine indienne. Est-ce que vous imaginez... Qui en même temps propose au Rwanda d'expulser tout le monde de façon injustifiée, je donne ce cas. Inégale. L'important aujourd'hui, pour moi, c'est l'équilibre. Moi, j'insiste beaucoup sur ce terme. Les migrants qui viennent doivent chercher à s'intégrer. Il ne faut pas qu'il y ait une approche communautaire. On vient, on crée une culture parallèle à la culture nationale. Donc il faut l'intégration. Mais ce qu'on dit, l'enracinement et l'ouverture, mais progressivement enrichir par les nouveaux apports. C'est comme ça que l'humanité s'est toujours construite. Laura Palatini. Oui. On n'a pas vraiment beaucoup de temps qui reste, mais moi je voudrais revenir brièvement sur la question réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, migrants. Donc, je crois que c'est très important, oui, de différencier, même si au niveau des demandeurs d'asile, on va dire, on voit de plus en plus de flux de migration mixte.
Donc là, les besoins sont les mêmes. Surtout dans les pays de transit, on ne peut pas vraiment différencier de besoins de l'un à l'autre. Une fois que oui, il y a la reconnaissance légale de statut de réfugié, oui. Et là, je crois que tout le monde est responsable vraiment d'assurer qu'il y a la distinction entre la reconnaissance de la distinction entre le statut de réfugié et le statut de migrant. Moi, une petite anecdote que je voudrais mentionner avant de terminer, c'est j'étais au Pakistan en 2010 pour les grandes inondations, parce que maintenant le Pakistan a de nouveau une crise à cause des inondations, mais en 2010 j'étais dans la région de Punjab et on avait une troupe télévisive d'un important média international qui est venu pour voir la situation, la réponse à l'urgence de déplacer. Et eux, ces journalistes, ils voulaient parler des réfugiés. Et moi, je disais, mais non, vous ne pouvez pas parler des réfugiés. Donc, le rôle des médias, c'est très important. Parce que vous ne pouvez pas parler de Pakistanais, sont encore au Pakistan, ne sont pas des réfugiés, sont des déplacés. Mais les mots IDPs, it's not as sexy as refugee. It doesn't attract the good attention. Donc, c'est très important d'utiliser les bons mots et de savoir de quoi on est en train de parler. Merci. Merci. Alors, juste avant de passer la question à la salle, j'aimerais interpeller Marc Ellenbogen sur... On a beaucoup parlé de la France et j'aimerais qu'on fasse un pas de côté. Le député Karim Bencher parlait des outils de gestion en France. Moi, je remarque un peu partout dans le continent, des jeunes disent, bon, on va aller chercher un visa, on va aller Canada, États-Unis. Et ces pays-là, j'ai l'impression, ont des politiques d'accueil. C'est-à-dire, dans les villes d'Afrique, vous vous promenez, vous voyez une affiche, le Canada a besoin de tant d'étudiants et qui viennent les chercher. Or, j'ai jamais vu la France faire ça. Quel est votre regard, un peu vous qui êtes un peu décalé sur ces deux approches? Est-ce qu'il y a une approche américaine ou anglo-saxonne plus ouverte versus une approche française un peu plus dans le contrôle? Definitely. There's a big difference how Quebec approaches migration in Ontario, but it's changing because, in fact, the population of Quebec is no longer a majority Franco speakers. It's actually immigrants from other countries. But that's also true for the larger cities, Toronto, Vancouver. Calgary might be an exception still. But in fact, there are a lot of people. We calculate in about 20 years, a majority of the population in Canada will no longer be Anglo-European. And that's already happening in the US. So, as far as young people goes, yes, Canada has a special policy where any young person can go to university. You don't initially get a visa to study. But unlike other countries, it is possible to convert that visa into a permanent visa. There's a big debate going on in Canada now about that, whether that should continue. And what was the other question you asked me? Sorry, was that the question? Ouais, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les approches? Yes, so yes, Canada does make a difference, but all of it, so it makes a difference. Europe is Europe, and therefore, but it doesn't matter where you come from Europe. It doesn't limit the number of Romanians, it doesn't limit the number of Czechs, the number of Germans. That applies to everybody. There were issues with Roma at one point in Canada. And then as far as Senegal, I think, unfortunately, I mean in a positive way, Senegal is a good example of a country that's functioning very well in Africa with all your issues, but still, you have less corruption than other countries, you have mayors like you who actually do things, and I agree 100% that the local level is very, very important. And that's where the issues I care about could be solved, because water, treatment, food, all those things, and then people won't go look for it elsewhere. And then you can invest in those things and universities in home countries, and people won't look to, in my case, I studied in the UK. So. Thank you, Marc. Je vois des mains se lever dans la salle. Alors, rapidement, présentez-vous et puis le plus brièvement possible la question. Monsieur,
Et puis monsieur. Oui, ça marche, on vous entend. Rapidement, parce que vous ne laissez pas trop de temps au débat. C'est une remarque on essaye. au passage. Voilà. Moi, c'est une question que je voulais évidemment soulever. C'est cette question d'asymétrie, même sémantique, entre le nord et le sud. Quand vous êtes migrant du sud, vous êtes un migrant. Quand vous venez du nord, quels que soient les motifs, les mêmes, vous êtes un expatrié. Donc il y a un problème sémantique qui est déjà important. Deuxièmement, le nord veut l'élite du sud. Et vous avez vu que la pandémie a montré combien nos chercheurs ont fait le bonheur des laboratoires au Japon, aux États-Unis, etc. Alors on veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de l'Afrique. Et le gap continue de se creuser. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps de considérer, que le Nord considère que des chercheurs, des médecins, des ingénieurs sont des acteurs de développement du Sud, qu'il en a besoin? Moi, j'ai été à la Silicon Valley. Il y a plus de 1000 jeunes Africains intégrés qui travaillent dans 342 Marocains. Et les pays du Sud ont besoin de cette... Et je pense que des jeunes comme ça, dans peu de temps, ils seront débauchés par le Nord parce qu'ils seront une élite. Merci. C'est monsieur Hassan Saoud, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Merci. Alors, monsieur là, rapidement. Non, c'est lui d'abord en bleu, celui qui se lève là. Oui, c'est vous. Ouais. Il y a un micro derrière vous. No, it's not okay. It's okay. Bonjour. Moi, je suis Dramé Baïdi, je suis du Mali, ancien réfugié politique en France. Je suis là au nom du Haut Commissariat des diasporas africaines de France, qui regroupe 1200 associations. Alors, moi, j'ai une question pour l'OIM et une proposition pour mon frère aîné. Allons-y vite. Voilà, donc la question pour l'OIM. Madame, nous avons des dizaines de prisonniers dans les camps, je peux dire, je ne dirais pas de concentration, en Libye, en Europe. Et c'est des migrants qui sont emprisonnés arbitrairement. Arbitrairement. Je veux connaître le nombre, si vous avez la possibilité de donner une réponse à ça. Et votre proposition? On a la question, la proposition, s'il vous plaît. Laisse-moi. Ma proposition, par rapport aux pays européens, je pense que les pays européens négocient avec nos États, sans les migrants. Le Haut Conseil, le Haut Commissariat pour les réfugiés. Votre proposition, monsieur? Moi, je suis en train de parler, monsieur. Vous me laissez parler? Non, je ne peux pas vous laisser parler parce que les autres ne vont pas parler alors. Bon. Donc, c'est simplement pour l'aîné Sen, je dis il faut une gestion concertée des pays africains. On ne peut pas accepter que l'Union européenne négocie avec le Sénégal, il signe des accords et c'est différent des accords avec le Mali. Donc, il faut que les pays africains aussi parlent d'une seule voix. Il faut une gestion concertée pour faire face à l'Union européenne. Merci. Merci. Alors, je ne peux plus prendre de questions. On me fait signe de ne plus en prendre parce qu'on n'a plus le temps, c'est ça? Alors que je vois beaucoup de bras qui se lèvent. Je peux en prendre juste une dernière? Les jeunes, allez, derrière. Monsieur, il a levé la main avant tout le monde. Et après, je vous promets, après, on finit. Hi. Hello, I'm an undergraduate student, and regarding to Canada, I want to ask a question. What do you think is the reason behind the increase of study permit refusals, especially among the French-speaking Africans lately? Thank you. Okay. Thank you. Bon, une question brève, rapide. Alors, non, mais je peux pas parce que, enfin, on a le salle. Je vais vous laisser répondre chacun d'entre vous. Je commence par Madame Palatini parce qu'elle a été nommément et directement interpellée. Et après, chacun d'entre vous aura le temps de répondre rapidement avant qu'on libère la salle. Ok, je vais répondre à la question sur les prisonniers en Libye. Donc, comme OIM, bon, je travaille pas en Libye, mais
de que je sais, l'OIM assiste pour les retours des migrants qui sont dans les centres de détention en Libye, dont des nombres vraiment énormes de mouvements. La chose que pour nous, c'est essentiel que le pays d'origine reconnaît la personne dans le centre de détention. Donc c'est la seule condition qu'on a pour appuyer avec les retours dans les pays d'origine. Et après, bon, je vais laisser les autres... On a la question de monsieur aussi. Sous les cerveaux qu'on pille Oui. africains. Je suis complètement d'accord. C'est quelque chose qu'on a... Bon, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps, parce que l'Europe a besoin aussi de main-d'œuvre dans l'agriculture, donc c'est ça aussi qu'arrive, et de plus en plus. Donc l'Europe avait des besoins transversaux dans tous les secteurs. Là, je crois qu'au niveau de chaque pays d'origine, on ne peut pas stopper quand il y a l'initiative personnelle de chercher de meilleures opportunités de travail. Donc, il faut travailler pour améliorer les conditions et les opportunités de travail dans les pays d'origine. D'accord. Monsieur Benser, un mot. Oui, aussi pour réagir sur cette question de la fuite des cerveaux. Moi, je pense qu'elle est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. Ne serait-ce que parce que si on parle de libéralisation de la circulation, et effectivement, les déterminants sont d'abord individuels, etc., il y a une difficulté à la penser, notamment du coup, comment penser les personnes qui viennent faire des formations en France, qui après retournent dans leur pays. Est-ce que c'est une perte pour la France? Moi, je pense que non. Vous voyez, alors qu'il y a une dépense publique, etc. dessus. Donc, il y a quelque chose d'assez fructueux dans les deux sens, mais à partir du moment où c'est réellement dans les deux sens. Voilà, c'est là aussi. Et pour aller un tout petit peu plus loin, parce qu'on a été interpellé tout à l'heure sur les études en France, notamment, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il y a moins d'étudiants aujourd'hui depuis le continent africain vers la France, parce qu'au contraire, les chiffres montrent qu'ils sont de toute façon en augmentation. Après, il y a plus d'étudiants africains dans le monde. Et effectivement, la part française là-dedans, bon, elle était en augmentation. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, par exemple, on est un pays qui a 566 écoles françaises à l'étranger, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait son école française à l'étranger? Là, il n'est pas normal pour moi qu'on n'ait pas après la liberté de pouvoir aller faire ses études en France automatiquement. Donc il y a aussi un impensé de ce point de vue-là. Rapidement, un mot de conclusion, Moubarak. Oui, mais vraiment un mot. Sur l'interpellation par rapport à la position commune de l'Afrique, moi j'ai eu à travailler pour l'Union africaine pour la programmation des activités de l'Union africaine. Il y a un principe qui est sacré, c'est ce qu'ils appellent shared vision, une vision partagée. Avoir des positions communes de l'Afrique sur la dette, la migration, le commerce international, même aux Nations Unies. On devrait avoir un vote uniforme. Mais l'Union africaine n'arrive pas à faire marcher cette position commune. Vous voyez que même les APE, l'Union européenne a signé des APE avec chaque région, alors qu'on aurait pu avoir un seul avec toute l'Afrique. Donc c'est valable sur la migration également. Je suis obligé de conclure. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, des mains qui se lèvent, mais on est obligé de libérer la salle, les autres arrivent. Merci et j'espère que vous pouvez continuer la discussion avec les intervenants qui seront là, parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser en aussi peu de temps. Désolé pour ceux à qui j'ai pas pu donner la parole. C'est la loi du temps. Je suis désolé, monsieur. Désolé derrière. Bon, voilà.